Il est 11h30, nous allons pouvoir commencer. Le timing est parfait. Bienvenue à tous et à toutes pour cette carte blanche organisée par la CASDEN Banque Populaire, la Banque de la Fonction Publique. Je me réjouis de voir la salle pleine. Donc merci à tous pour votre présence. Je suis Yasmine Sadji et je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde quand la France accueille les Jeux Olympiques. Pour la France, accueillir les Jeux Olympiques représente bien plus qu'un événement sportif. C'est un moment où le pays se met en scène, affirme ses valeurs et ses ambitions. La France a été hôte de plusieurs éditions, en été comme en hiver. Paris 1900, Chamonix et Paris en 1924, Grenoble en 68, Albertville en 92 et enfin Paris l'année dernière. Et c'est remarquable. Peu de pays peuvent se targuer d'avoir accueilli les Jeux à tant de reprises. Chaque édition reflète le pays, son époque, ses ambitions et parfois ses paradoxes. C'est ce voyage dans l'histoire olympique française que nous allons parcourir ensemble à travers 5 séquences, chacune centrée sur une édition et animée avec brio et de manière croisée par nos intervenants. J'ai grand plaisir à vous les présenter et à les retrouver, sincèrement. Alors, je vais commencer par vous, Sandrine Lemaire. Vous êtes docteur en histoire de l'Institut universitaire européen de Florence, enseignante en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Jean Jaurès à Reims et co-directrice du groupe de recherche HACHAC. Vous avez participé à l'ouvrage collectif France Fiction, Histoire des idées reçues de l'histoire de France aux éditions Perrin. Pascal Blanchard, bonjour. On ne vous présente plus. Je rappelle que vous êtes co-directeur du groupe de recherche HACHAC, chercheur associé au Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation à l'Université de Lausanne. Ça le fait, en co-direction avec Nicolas, que je vais présenter ensuite, vous avez publié François Mitterrand, le dernier empereur, de la décolonisation à la France-Afrique aux éditions Philippe Ray. Dans toutes les bonnes Nicolas. Nicolas Bancel, vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, co-directeur du groupe HACHAC, et je l'ai rappelé, vous avez écrit en co-direction l'ouvrage dédié à François Mitterrand. Yvan Gastaud. Bonjour Yvan. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, également membre du groupe de recherche HACHAC. Et vous avez publié Les champions dits de couleur, entre mythe et réalité, la fabrique médiatique de l'altérité aux presses universitaires de Rennes. Je ne peux pas vous le montrer, mais il est... Et enfin Stéphane Mourlan. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille et également membre du groupe de recherche HACHAC. Vous avez publié Une histoire mondiale de l'olympisme, 1896-2024, aux éditions Atlante. Avec tous mes camarades présents autour de cette table. Je rappelle également que tous les 5, vous avez co-signé le magnifique ouvrage Olympisme, une histoire du monde des premiers Jeux Olympiques d'Athènes de 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 aux éditions La Martinière. Combien 3,4 kg 3,5 kg 3,5 kg pour t'entraîner au lancement du poids. Voilà, donc... Et vous le retrouvez en signature au festival chez La Martinière. Aux éditions La Martinière. Tous les 5, parce que vous faites beaucoup de choses ensemble, vous avez travaillé sur le programme pédagogique et citoyen Histoire, Sport et Citoyenneté, un programme initié par la CASDEN Banque Populaire, qui a été partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, programme également conçu par le groupe de recherche HACHAC, donc tous les 5. Et cette expo a été vue par plus de 9 millions de visiteurs en France hexagonale et ultramarine. Alors, on va commencer par notre premier dialogue croisé avec Nicolas et Sandrine pour l'édition de Paris 1900. Alors, après Athènes en 1896, c'est Paris qui accueille les Jeux de 1900 en plein cœur de l'exposition universelle. Ces Jeux sont à la fois une vitrine pour la France et un terrain d'expérimentation. Alors, Nicolas, pourquoi ce choix de Paris en 1900 ? Quelles étaient les motivations derrière ce choix ? Alors d'abord, il faut savoir que le choix de Coubertin, c'était d'abord de faire les premiers Jeux Olympiques à Paris en 1896. Et bon, les circonstances qui sont un peu trop longues à décrire ici l'ont obligé en fait à faire ces Jeux à Athènes au lieu de Paris. Donc
Coubertin a reporté évidemment son ambition sur Paris. Et il y avait plusieurs raisons évidentes pour le choix de Paris 1900. D'une part, parce que Coubertin souhaitait depuis le début que les Jeux Olympiques se tiennent à Paris. Mais d'autre part, en 1900, on a l'exposition universelle. Et l'exposition universelle de 1889 avait déjà été un énorme succès. On avait eu 32 millions de tickets vendus, donc environ 8 à 9 millions de visiteurs. Et c'était croiser le succès populaire qu'avaient été déjà les Jeux d'Athènes avec la visibilité extraordinaire que les Jeux pouvaient avoir au sein de l'exposition universelle de Paris en 1900. Donc le choix, il était, je dirais, assez logique. Après l'insertion des Jeux dans l'exposition universelle, les relations également de Coubertin avec Alfred Picard, celui qui va porter finalement ce projet au sein de l'exposition universelle, vont être plus compliqués que prévu, mais ça, je vais peut-être y revenir un petit peu après. Mais justement, est-ce que l'exposition universelle, elle sert de tremplin, ou est-ce que ces Jeux vont se retrouver un petit peu noyés dans cet immense événement ? C'est là où, en fait, la situation des Jeux est ambiguë. Elle va rester ambiguë tant que les Jeux vont être insérés dans des grandes expositions. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a un problème de relation entre Alfred Picard et Coubertin. Alfred Picard, lui, il souhaite pas vraiment qu'on reconnaisse les Jeux Olympiques au sein de l'exposition universelle. Lui, il veut créer des concours d'exercice physique qui soient placés, on va dire, sous l'idéologie républicaine, et donc qui ne soient pas véritablement des Jeux Olympiques tels que l'entend Coubertin, puisqu'on va avoir plus d'une centaine de compétitions, dont des compétitions de ballon, de pêche à la ligne, enfin des trucs qui sont pas du tout dans l'esprit des sports modernes tels que l'entend Coubertin. Et en fait, la lutte entre Coubertin et Picard va se solder en fait par la défaite de Coubertin. Alors Coubertin va essayer de manœuvrer au sein de ses relations au sein du gouvernement français. Il va même faire appel à la presse, mais bon, finalement, il est défait, y compris par les grandes sociétés sportives qui ne vont pas le soutenir, qui vont soutenir Alfred Picard. Et donc, ces Jeux Olympiques ont été requalifiés après de Jeux Olympiques, parce qu'à l'époque, ça s'appelle des Jeux d'exercice physique. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, on a des Jeux Olympiques qui sont d'une part caractérisés par leur non-conformité avec les règles, on va dire, qu'on retrouvera dans les Olympiades à partir de 1912, c'est-à-dire se concentrer vraiment sur les sports modernes, les Jeux anglais. D'autre part, on se retrouve avec des concours d'exercice physique qui certes vont avoir l'assentiment populaire, mais qui se retrouvent noyés en quelque sorte au sein de l'exposition universelle. L'exposition universelle, c'est 50 millions de tickets vendus. C'est un truc gigantesque, c'est plusieurs centaines d'hectares, des centaines de manifestations, de pavillons. Et les Jeux d'exercice physique là-dedans, ils sont un peu noyés et on n'a pas non plus la singularité de ce que va devenir, entre guillemets, la marque olympique avec la certification quelque part du CIO et la marque Jeux Olympiques. Donc c'est une situation ambiguë, en même temps de dépossession du CIO par Alfred Picard et la République française, il faut le dire, et d'autre part bien de faible autonomie finalement de l'olympisme à ce moment-là, qui est obligé quelque part de s'intégrer dans des grandes expositions universelles pour exister, mais dans lesquelles sa visibilité est relativement médiocre. Sandrine, ces Jeux de Paris marquent la première participation de femmes et d'athlètes non occidentaux. Quelle place a été donnée à ces deux publics pendant cette édition ? Alors, en fait, ça rejoint ce que disait Nicolas à l'instant, à savoir qu'il ne s'agissait pas réellement de Jeux Olympiques, puisque je rappelle qu'aucune affiche, aucun document ne porte la mention de Jeux Olympiques pour cette édition de 1900, et qu'il s'agissait, comme l'a dit Nicolas, des concours internationaux d'exercice physique et de sport. Et c'est ce qui explique qu'on avait à peu près un peu plus de 50 000 participants en 1900 sur les 50 millions de visiteurs. Et il faut savoir que c'était une vraie spécificité, puisque ce n'est qu'à posteriori que le CIO a validé un certain nombre de disciplines et un certain nombre d'athlètes.
puisque, comme l'a dit encore une fois Nicolas, vous aviez aussi bien des compétitions de tir au canon, de pêche à la ligne, de ballons dirigeables, de croquet, etc., etc. Donc toute une multitude de compétitions, d'une part, et par ailleurs qui étaient ouvertes aux professionnels, puisqu'il y avait des primes, avec un montant de primes attribuées, des récompenses pour ces exercices physiques. Et ce qui était assez intéressant d'ailleurs, c'est que ces primes, elles étaient variables. Ça pouvait être des objets d'art, donc vous pouviez recevoir un vase de Sèvres, des statuettes, des tableaux, des prix en argent également, ou encore des diplômes pour les participants. Pour la petite anecdote, j'en donne déjà une pour faire plaisir à mes camarades derrière les micros. Le grand prix de l'exposition universelle de 1900, donc un prix en argent, en francs à l'époque, c'était celui qui, donc le grand prix de l'exposition universelle, c'était celui qui était le mieux doté, donc de 20 000 francs. Il a été attribué à un Belge, Léon de Lunden, pour le tir au pigeon vivant. Et oui, désolé. Et donc, pour revenir à votre question, c'est ce qui explique que ces Jeux olympiques qui n'ont été validés a posteriori aient été ouverts aux femmes. Alors, en l'occurrence, il y a eu 22 femmes sur les 997 participants reconnus par le CIO a posteriori, et elles ont concouru dans des disciplines qui, pour l'époque, étaient des disciplines aristocratiques, et donc pour lesquelles on pouvait laisser apparaître des femmes dans le sport. Vous savez tous que Pierre de Coubertin n'était absolument pas favorable à la participation des femmes dans le domaine sportif. Il trouvait ça assez laid, d'une part, et il n'acceptait finalement qu'elles ne remettent que les prix dans les compétitions sportives type Jeux olympiques. Et donc, sur ces 22 femmes, on retrouve des femmes qui ont participé à des compétitions de golf, de tennis. Ça, c'était pour les épreuves individuelles. Et il y avait un certain nombre d'épreuves mixtes. Donc, elles sont peu présentes, hein. Il n'y a que 22 femmes, d'une part, et dans peu de disciplines. Donc, pour ces épreuves mixtes, on les retrouve en voile, en croquet et en équitation. Donc, on voit bien qu'on reste quand même dans des sports qui, comme le disait encore une fois Nicolas, ne sont pas considérés comme des sports modernes a posteriori, ou peu en tout cas, et qui sont très aristocratiques. Pour ce qui concerne la présence des gens qui viennent en dehors du monde dit occidental pour les représentations de l'époque, on n'en trouve que 3. Un Indien qui effectivement est né à Calcutta, mais qui concourt en 1900. Il remporte 2 médailles d'argent aux 200 mètres et aux 200 mètres haies, mais parce qu'il résidait en Angleterre et qu'il était affilié à un club sportif anglais. On retrouve également Constantin Henriquez, donc qui est un Haïtien, qui lui aussi faisait ses études à Paris et donc qui a concouru pour la France tout en étant haïtien, en étant rugbyman. Et puis un Colombien qui lui a participé à une des épreuves phares de ses débuts d'édition, à savoir le tir à la corde. Alors finalement, pour ces jeux qui ne sont pas encore labellisés, on va dire JO tels qu'on les connaît, est-ce qu'on peut parler d'un laboratoire d'inclusion ou réellement d'une exception symbolique ? Alors, je crois qu'on a un peu, en partie, je pense que vous devinez vous-même la réponse, on est plutôt dans une exception symbolique, exception parce que ce ne sont pas ces Jeux olympiques pour exister. Pierre de Coubertin a dû accepter de les intégrer dans cette immense foire, parce que c'est une véritable foire, c'est un événement exceptionnel, 50 millions de visiteurs, qu'est l'exposition universelle. Et pour le coup, c'est ce qui explique la présence presque anecdotique, mais néanmoins réelle, des femmes et de ces Colombiens, Haïtiens qui viennent concourir, je le rappelle, dans des compétitions où on n'avait pas besoin d'arborer la nationalité pour pouvoir le faire à ce moment-là. Merci Sandrine. Pour notre deuxième dialogue croisé qui va réunir Pascal et Yvan, on prend la direction de Chamonix et de Paris en 1924. En 1924, c'est une année charnière. La France accueille non seulement les Jeux d'été,
mais également les tout premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix, dans le contexte fragile de l'après-guerre. Pascal, est-ce que vous pouvez, pour notre public, nous expliquer comment Paris et Chamonix ont obtenu cette double organisation des Jeux, et peut-être aussi faire un focus sur l'origine de ces tout premiers Jeux d'hiver? Il faut savoir que les Jeux d'hiver existaient dans une longue... D'abord, bonjour à tous et à toutes, excusez-moi. Les Jeux d'hiver existaient sous une autre forme, dans ce qu'on appelait les Jeux nordiques, depuis assez longtemps et avaient leur propre vie et leur propre autonomie. Et il n'y avait pas forcément une idée avant-guerre directement d'imaginer des Jeux olympiques d'hiver tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Bien au contraire, c'était l'idée même d'intégrer dans les Jeux d'été certaines épreuves de Jeux d'hiver. C'est pour ça qu'on va retrouver, par exemple, du patinage sur glace dans les Jeux d'été qui vont être organisés. Alors, des fois, les gens sont surpris de voir des photos de patin à glace dans les Jeux olympiques d'été, mais c'était en fin de compte une épreuve parce qu'on ne distinguait pas en tant que tel ces Jeux d'hiver des Jeux d'été. Petit à petit, l'idée va émerger de structurer en même temps que la France, et c'est la France qui va être à l'initiative de ça. Donc la France va recevoir les Jeux d'été de 1924, après les Jeux interalliés organisés en France pour les troupes militaires, notamment américaines, anglaises et françaises encore présentes. Par rapport à beaucoup de débats, Nicolas pourrait parler de son héros personnel, Coubertin, et nous raconter les enjeux et comment Coubertin met une pression absolue pour que la France puisse récupérer ces Jeux, et il va l'obtenir, puisque à Lausanne, en juin 1921, la France va être désignée par 14 voix à son avantage dessus. On imagine les relations et la pression que la France a faites, parce qu'il était à ce moment-là, après Anvers en 1920, logique que ce soit une des nations gagnantes de la Première Guerre mondiale, il faut expliquer après le contexte du temps, qui obtient les Jeux. En sachant en plus, je rappelle qu'à ce moment-là, sont exclus des Jeux les nations qui ont perdu la Première Guerre mondiale. L'Allemagne et d'autres, l'Empire ottoman devenu la Turquie, la Bulgarie et d'autres pays. Donc il y a un rapport de force très symbolique, et l'Angleterre ayant eu en 1908 ses propres Jeux à Londres, c'est logique que ce ne soit pas Londres qui l'obtient. Donc Coubertin arrive, et en plus ça va être les Jeux de son départ, pour faire à peu près simple, à obtenir que Paris, pour la seconde fois, obtient les Jeux. Et c'est dans ce contexte-là que va naître, à l'initiative de la France, cette idée de voler les Jeux aux pays nordiques, leurs Jeux nordiques, qui s'appellent comme ça, et les organiser en France. Pour 3 raisons très simples. D'abord, la France veut à ce moment-là marquer un tournant symbolique en récupérant ces Jeux d'hiver. Donc on l'imagine bien. Deuxièmement, la France a la possibilité, on imagine plus difficilement, par exemple, des pays comme l'Espagne, par exemple, ou moins dans la pratique des stations de sport d'hiver à l'époque, alors que la France commence déjà à développer les infrastructures de sport d'hiver. Et puis, il y a une troisième idée, c'est d'arriver, d'une certaine manière, alors que tout le comité olympique n'est pas pour, il faut bien l'imaginer à l'époque, il y a un véritable débat, d'imaginer cette logique et qui ne peut pas se faire en même temps. Quelque part, c'est presque antinomique avec l'idée des Jeux olympiques initiaux, qui sont un moment où on va fédérer sur un temps donné, puisque par définition, les Jeux d'été, ça se passe en été, et les Jeux d'hiver, ça se passe en hiver. Et donc, c'est la France va amener cette idée, qui va être validée par le comité olympique, de créer une Olympiade d'hiver. Alors, elle ne va pas porter immédiatement le nom. Elle ne sera reconnue un peu comme pour les Jeux de 1900, qu'en 1925, un an plus tard, au regard du succès, puisqu'en fin de compte, la France obtient non pas l'organisation des Jeux d'hiver, mais la tentative d'essayer d'organiser des Jeux d'hiver. Et comme toujours, le CIO, bien prudent, attend de savoir si ça s'est bien passé pour donner l'estampille du CIO. Peu d'éléments marquants, si ce n'est qu'à peu près, comme vient de le dire Sandrine, la présence des femmes sera guère plus importante aux Jeux d'hiver qu'aux Jeux d'été. 5% pour les Jeux d'hiver, 4,5% pour les Jeux d'été, donc encore très minoritaire. Des Jeux aussi en 1924 qui, pour l'été, progressent en termes de nombre de nations. Et ben, de la même manière, une vingtaine de nations seront présentes pour ces Jeux d'hiver, ce qui est quand même relativement conséquent et important. Les Jeux vont plutôt être une réussite à Chamonix. Ils vont plutôt trouver, non pas leur équilibre financier, parce qu'on imagine bien que les infrastructures construites vont coûter relativement cher, mais elle va permettre, par exemple, à la station de s'organiser. Victor Black, qui est à l'intérieur du CIO, à la fois membre du CIO et le grand organisateur des Jeux nordiques, va y trouver son compte, parce que d'une certaine manière, c'est un passage de témoin, même si les Jeux nordiques vont encore continuer quelques années, pour petit à petit disparaître définitivement, noyés par le succès des Jeux d'hiver. Et ça va permettre à la France de faire, en fin de compte, de structurer ce que vous connaissez tous aujourd'hui. 1924, c'est la première année où, en début d'année, vous avez les Jeux d'hiver, et au milieu de l'année, pendant l'été, vous avez les Jeux d'été. Ce qui va devenir, après, une règle, un mécanisme, avec, au départ, cette idée de tout organiser la même année. Maintenant, vous avez ce décalage.
tous les 2 ans une Olympiade, ce qui amène d'une certaine manière, en termes de business, pour le comité olympique, une logique un peu différente. Mais déjà, dans ces Jeux de 1924, vous avez déjà l'enjeu financier qui est présent, puisque une grosse partie des négociations vont être aussi bien pour les Jeux d'été que pour les Jeux d'hiver, fondées sur des raisons financières. Par exemple, il y a un problème pour la France en 1924 de moyens, vous en doutez un tout petit peu, on est au sortir de la guerre, même si c'est 10 ans après le début de la Première Guerre mondiale, la France a du mal à investir dans ces Jeux. Il va y avoir tout un deal pour en fait récupérer le stade de Colombes, et il va y avoir un des premiers deals de business qui sera après totalement mis en pratique à partir de 1932 avec les Jeux américains. Pas de photo, madame, s'il vous plaît. Et en 1924, en fin de compte, le stade de Colombes, assez subtil avec le Racing Club de France, va demander que 50% de la billetterie reste au Racing. Ça peut paraître un petit détail, mais c'est vous savez que maintenant, pour les premiers Jeux, les prochains Jeux, il va y avoir une grande révolution, c'est que les stades vont porter le nom de marque. Et c'est une véritable révolution, mais qui est née déjà en 24 avec ce livre sur la billetterie. Et en 32, il faut se rappeler qu'aux États-Unis, les Jeux vont être en grande partie financés par des marques privées avec la ville, puisque l'État américain, au sortir de la crise de 1929, refusera de financer ces Jeux, refusera d'investir dedans. Et c'est là que vont rentrer les marques et le marketing à l'intérieur de ces Olympiades. Donc on voit que 1924, plusieurs éléments se mettent en place, se structurent et vont donner naissance à ce qui va devenir après une des grandes traditions entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Alors, pour ces premiers Jeux, tous les sports olympiques que vous connaissez ne sont pas tous présents, puisque petit à petit, il va falloir structurer. Par exemple, le ski alpin n'est pas là, ce qui peut paraître surprenant. Il va falloir attendre quelques années avant qu'il soit intégré. Mais sinon, vous avez à peu près en tête tous les autres sports, obstacles et autres, qui vont rentrer autour de cette Olympiade et qui va marquer l'opinion, puisque ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que la France reçoit d'abord les Jeux d'hiver, avant de recevoir les Jeux d'été de 1924. Et ces Jeux vont être un symbole pour la France de la reconstruction, de la capacité d'organiser une telle épreuve, d'une certaine manière de montrer que c'est une grande nation au sortir de la guerre. Et là aussi, dans la continuité de ce qui vient d'être dit avant, c'est des Jeux qui vont être marquants aussi pour l'ensemble des nations présentes. 44 nations sont présentes aux Jeux d'été, donc une diversité du monde qui vient, une diversité aussi des athlètes. C'est là que, par exemple, nombre d'athlètes afro-américains vont marquer l'opinion. Il faut l'avoir en tête parce que c'est bien avant les Jeux de Berlin de 1936. Il va y avoir notamment au saut en longueur un athlète américain qui, pour la première fois, en médaille individuelle, va gagner l'or, qui d'ailleurs a été le symbole du programme avec la Casdin qui a été fait, puisque c'est ce saut que l'on voit de cet athlète qui a marqué à la fois l'histoire du sport, mais aussi l'histoire en lien avec les Afro-Américains d'une revendication à travers le sport, une revendication politique. Donc la France, en 1924, innove. Elle innove à travers ces doubles Jeux d'été et d'hiver. Peut-être juste pour terminer sur Chamonix, est-ce que c'est une véritable volonté d'ouvrir une nouvelle page de l'olympisme ou clairement, même si j'entends la réponse, c'est une opportunité qui a été saisie par la France? C'est encore autre chose. C'est pour le CIO, au final, le CIO marche toujours avec un peu de retard et quand il comprend qu'il y a du business à faire, vient digérer l'affaire. Le CIO va parfaitement comprendre qu'à travers ça, il prend la main sur des fédérations sur lesquelles il n'avait pas forcément autorité. Il prend la main sur une plus grande dimension du sport. Donc très vite, le CIO, dans sa volonté hégémonique, va parfaitement digérer l'opération. Mais au départ, ce n'est pas une motivation interne du CIO. Au départ, c'est vraiment les Français qui sont demandeurs de cette opération. Je dirais même parce que beaucoup de fédérations de sport d'hiver ont, par exemple, une proximité avec la France, que la France a des infrastructures de stations et qu'il y a un intérêt pour développer les sports d'hiver. Mais après, le CIO va parfaitement comprendre cette dialectique. Elle va surtout parfaitement comprendre qu'elle a là une opportunité pour arriver à, quelque part, vous savez qu'il y a un rapport de force permanent entre les fédérations sportives. Il suffit de rappeler à tout le monde, rappelez-vous le football. Le football refuse quelque part d'être digéré par le CIO. Et d'ailleurs, la Coupe du Monde qui sera organisée en 1930 en Uruguay, c'est la démonstration que certaines fédérations, comme les sports automobiles, tout le monde a oublié qu'en 1900, au jeu dont vient de parler Sandrine et Nicolas, il y avait le sport automobile. Il y avait même des courses de bus et de motos, je vais vous le dire. Le sport automobile va reprendre son indépendance du CIO, va refuser d'être sous l'égide de quelque part de cette machine qui veut digérer et maîtriser le sport mondial, comme le football. Les sports d'hiver, d'une certaine manière, en 24, vont passer sous l'égide du CIO et vont devenir, d'une certaine manière, lige par la suite du comité olympique. Merci Pascal. Alors Yvan, même si Pascal est un petit peu, un peu spoilé... Il m'a tout piqué. Je souhaitais évoquer avec vous la question des infrastructures.
Et alors vous allez parler de Chamonix, mais aussi une ville qui m'est très chère, la ville de Colombes. Oh là là, Voilà, j'ai oui. grandi, je suis au pied voilà, du stade. Au pied du stade. Tous les Vraiment, matins, tous les matins, je le voyais, j'allais à l'école et je passais devant le stade. Et voilà, j'ai très envie de vous entendre nous parler de ce qui s'est passé à Colombes. Ben, vous savez que le stade a quand même été utilisé pour les Jeux de 24. Je ne spoil pas mes amis, mais il y a eu la compétition de... Bravo, ouais, je sens qu'il y a des spécialistes dans la salle. Vous voyez, hockey sur gazon. Féminin. Hein. Féminin, masculin, Voilà. tous, toutes et tous. Alors, effectivement, Pascal a évoqué, et pour répondre à ta question, j'y viens, Yasmine, hein, cette longue année sportive en France, 1924. Je crois qu'il faut la replacer, comme tu l'as dit, dans la continuité des deux compétitions été comme hiver. Pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques d'hiver, dans une dimension chronologique, commencent en janvier, s'arrête en février, on fait à cheval entre janvier et février, mais immédiatement, dès le mois d'avril, on a déjà le début des JO, avant même leur inauguration dans les compétitions de sport collectif. Donc il y a une sorte de 6 mois, premier semestre 24, c'est la France à l'heure sportive. Et c'est aussi une année importante, comme tu l'as dit, au-delà de ce que tu as dit du sport français, parce que c'est un peu le jubilé de Pierre de Coubertin. Hein, c'est un peu le moment de la passation de pouvoir, la passation symbolique. Hein, donc tout ça va jouer un rôle très important. Et d'ailleurs, Pierre de Coubertin, il est un peu, je sais pas s'il faut dire le mot, un peu has-been, il est un peu dépassé. On l'écoute, mais on l'écoute moins. Enfin, donc il y a toute cette dimension-là qui va jouer. Et alors oui, par rapport à ces jeux, il y a quand même, on se pose la question de, ça n'a pas eu l'impact qu'ont eu les Jeux de 2024, mais c'est quand même un moment important parce que on peut essayer de mesurer le fait qu'il y a eu quand même l'été 700 000 spectateurs qui sont venus à Paris. Assister aux compétitions, pas à Paris, mais assister aux compétitions, 1 millier de journalistes. Hein, il y a eu des placardés, des affichages publicitaires. On pourrait faire, on l'a pas fait, mais une analyse précise de la presse qui montre quand même que la presse et aussi non sportive s'intéresse à l'événement. Donc c'est un événement qui a une importance. Tous les Français sont peut-être pas concernés, notamment en province, mais en tout cas les Parisiens le sont. Et il y a beaucoup de discussions sur ces jeux qui vont enquiquiner les Parisiens. Hein, Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, hein, il y a vraiment un souci des Parisiens de, notamment, alors il y a deux soucis en fait. Il y a l'idée que ces Jeux Olympiques ils vont emmerder les Parisiens dans le quotidien, mais d'autre part, il y a aussi le souci de bien accueillir des touristes et notamment les touristes américains. Parce que ce sont des Jeux qui sont aussi faits pour des Américains qui vont venir assister au spectacle. Et donc quelque part, il y a une dimension touristique dans ces Jeux, un peu comme ceux de Paris en 2024. Hein. Donc ça, je trouve que c'est un élément important. Pour les Jeux d'hiver, alors c'est plus balbutiant, mais il y a quand même 10 000 spectateurs, hein, 1 millier de journalistes. Donc oui, Paris est déjà le centre du monde en 1924, un plus petit centre que celui de 2024. Alors quant à ta question, parce que c'est lié, hein, les infrastructures. Alors bien sûr, il y a le stade de Colombes. C'est très intéressant le stade de Colombes, et c'est pas parce que tu habites proche. Hein. D'ailleurs, quand on n'appelle pas encore le stade Yves du Manoir, parce qu'Yves du Manoir n'est pas encore mort, donc il mourra en 1928, ce rugbyman aviateur. Hein, donc il sera baptisé Yves du Manoir en 28, après la mort de Yves du Manoir. Au début, on l'appelle le stade de Colombes, tout simplement. Alors la petite histoire, si on peut dire, c'est que ce stade, au départ, Pierre de Coubertin l'aurait souhaité, où ça? Au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars. Il a eu ce rêve que, on a dit mais il est fou. Donc finalement, la panique a été que en 1921-22, on ne sait pas où se placera le stade olympique. Et finalement, avec une volonté municipale hein, qui a correspondu à un souhait, on a décidé Colombes. Mais Colombes, ça a été la panique parce qu'il a fallu commencer à être construit en 22, c'est-à-dire 2 ans avant les JO. Et en même temps, il y a un problème, c'est que c'est loin du centre de Paris, tu le confirmes. Yasmine, hein, et du coup, il a fallu construire tout un ensemble d'infrastructures. Hein, une gare a été construite, qu'on appelait d'ailleurs l'arrêt de la gare, hein, l'arrêt du stade, pardon, l'arrêt du stade. Des problèmes de parking, se posent des problèmes d'automobile. Déjà, ouais, fortement. Et si vous voyez les images du stade en 24, vous voyez des voitures entassées de tous les côtés. Il n'y a pas encore les parcs-mètres, des trucs comme ça n'existe pas. Et donc voilà, il y a cette dimension de la création de ce stade qui est un patrimoine, et on l'a vu puisqu'il a été à nouveau utilisé en 2024. Il va le rester parce que c'est un peu le temple du sport français jusqu'aux années 60. Avant, le Parc des Princes
rénové. On l'a construit à la hâte, ce stade, et on l'a construit sur un ancien hippodrome qui était lui-même un stade. Donc on n'a pas créé de rien. Il y avait déjà une infrastructure existante. C'est l'architecte qui jouait au rugby d'ailleurs, hein, qui s'appelle Louis Faure Dujaric. Voilà, donc c'est lui qui a construit ce stade, et ce stade est devenu un stade emblématique parce que c'était le cœur névralgique des Jeux Olympiques. Donc c'est pas vraiment Paris, c'est Colombes, hein, au final. Et un stade de 50 000 places, extensible, et un stade qui a d'autant plus d'importance que juste à côté, Yasmine, a été construit le premier village olympique de l'histoire, souhaité par Pierre de Coubertin, dont la tradition du village olympique est créée. Alors, si vous regardez sur Internet les images du village olympique, ça fait plus penser à un baraquement, presque, j'ose pas dire un bidonville, mais c'est pas ça, mais c'est quand même des baraquements qui ont été construits pour être tout de suite détruits. Donc, c'est quelque chose qui est assez éphémère. Mais l'ambition est née à ce moment-là de réunir cette idée du sanctuaire du village olympique qui n'existait pas auparavant. C'était pour aider les sportifs qui se payaient le déplacement pour pouvoir avoir un certain nombre de commodités. Sauf que les Américains n'ont pas voulu loger là. Ils étaient dans un château bien ailleurs dans ce contexte-là. Donc voilà, le village olympique, un élément très important, juste à côté du stade de Colombes, qui conforte cette ville comme étant un élément important. Et les premières rencontres qui se déroulent à Colombes, ce sont des rencontres il y a d'abord le tournoi de rugby, qui va être terriblement négatif, d'où le fait que, je le dis vite, le rugby va disparaître des Jeux Olympiques, parce qu'on dit le rugby c'est un sport de voyous, alors que juste après il y a le tournoi de football, avant l'inauguration, hein, et avant le début des JO, et là le football se passe très bien, on va dire, voilà, le football peut être olympique. Donc il y a un inversement des tendances par rapport aux images qu'on a aujourd'hui. Et puis il y a aussi une autre infrastructure sur laquelle je ne dis pas plus, la construction d'une piscine dans laquelle va évoluer le héros de Pascal Blanchard, Johnny Westmuller. Johnny Westmuller, la piscine des Tourelles, hein, dans le hein, C'est pas son héros, son sosie. son sosie, ouais. Son sosie. Ouais, regardez-le sur le. Et donc la piscine des Tourelles, aujourd'hui toujours existante, hein, qui va jouer un rôle important. Alors, un mot sur Paris, mais un mot aussi sur Chamonix. Tu l'as dit déjà, Pascal. On va créer à Chamonix, alors voyons, cette cité des sports d'hiver. J'ai très bien évoqué le fait que tout n'était pas distingué au départ. Ça va l'être à ce moment-là. En gros, il y a 3 infrastructures qui sont construites à Chamonix. Il y a une patinoire, mais évidemment une patinoire en plein air. Faut pas songer une patinoire fermée. La France a toujours des problèmes de construction d'infrastructures, mais qui à ce moment-là, la patinoire la plus grande du monde. On va tirer l'eau du fleuve, le petit fleuve de Chamonix qui s'appelle l'Arve, hein, effectivement, et qui va jouer un rôle important puisque cette patinoire va être le cœur de l'activité à Chamonix. Il y a le tremplin olympique, dont il reste aujourd'hui une activité, hein, du côté du glacier des Bossons. Et il y a la piste de bobsleigh, je vais arrêter là-dessus, parce que pour chaque Olympiade, la piste de bobsleigh, c'est souvent un éléphant blanc. C'est souvent si on va à Sarajevo, c'est une horreur dans la montagne. Hein. Mais là, alors cette piste a été détruite en partie par rapport à la construction du tunnel du Mont Blanc, mais il reste quelques traces patrimoniales de cette piste de bobsleigh qui a été classée au monument historique en 2024, parce qu'il y a les JO qu'il fallait mettre en avant dans ce contexte-là. Donc voilà, il y a cette dimension importante de faire de Chamonix une cité des sports d'hiver en 1924. Et cette cité des sports à Chamonix, le public répond présent? Comment ça se passe? Est-ce Alors, qu'il y a de l'engouement ou ça fait un peu pchit? J'aurais une vision, je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est pas très beau, surtout. C'est pas beau. Ouais, il fait mauvais. Donc, Ouais, il fait mauvais. Alors, on a quelques images, de belles images, un peu de patinage. Et se pose déjà la question du réchauffement climatique, parce que cette fameuse patinoire, 15 jours avant les Jeux, hein, mais il y a justement un réchauffement, et en fait, c'est un lac. Il n'y a pas de glace sur la patinoire. 15 jours, et heureusement, il y a eu un rafraîchissement quelques jours avant le début des Jeux, et effectivement, les patineurs ont pu profiter de cet espace, quoi. Alors voilà, bon, il a répondu à la place, hein, c'est ce que je voulais dire exactement, mais bon, ça fait rien. Il fait sa transition. Non, mais je voulais juste dire une chose. Je m'impatiente, t'es trop long. Non, mais c'est pas grave. En fait, ce sont des jeux, il faut le dire, expérimentaux, hein, parce que et la France, tu as dit, a volé, c'est vrai, il y a une forme d'accaparement. La France a cette capacité à organiser des compétitions, le CIO, les Jeux Olympiques d'été, les Jeux Olympiques d'hiver, en n'étant pas forcément la fondatrice de ces sports-là, et en utilisant des éléments pour les sports d'été et d'hiver qui viennent d'ailleurs. Donc il y a cette capacité française de structurer des compétitions et d'avoir cette dimension. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, l'engouement, il est plutôt du côté de l'été. Et on oublie une chose, c'est qu'en 1924, justement, il y a un événement dans l'événement, c'est la commémoration des 30 ans de la création du CIO à la Sorbonne. Pierre de Coubertin est honoré de son vivant comme une sorte de héros. C'est aussi une manière de le mettre de côté, hein, effectivement. Et à la Sorbonne, on célèbre la France de 1894 et de 1900. Donc c'est aussi un moment de célébration.
Alors Stéphane, hein, vous avez commencé à enchaîner sur le succès de ces Jeux pionniers de Chamonix. On a parlé de l'effervescence de Paris 1924. Et là, avec vous, on va commencer ce voyage et on va commencer à arriver à Grenoble en 1968. Et là, Grenoble est le théâtre d'une Olympiade d'hiver marquée par la modernité et les ambitions techniques. Alors, encore une fois, je vais vous poser un peu la même question qu'à vos camarades. Quels sont les motifs et les ambitions de la candidature de Grenoble pour l'accueil de ces JO d'hiver ? Les Jeux retrouvent la France, 44 ans après les Jeux de Chamonix. Donc c'est une candidature qui est annoncée en 1960, dans un contexte de rivalité, de compétition de haut niveau, puisque face à Grenoble, nous avons Calgary au Canada, Lahti en Finlande, Oslo en Norvège, Lake Placid aux États-Unis ou encore Sapporo au Japon. Et finalement, c'est Grenoble qui est retenu en 1964. Alors cette initiative, elle est d'abord locale, on va revenir, mais l'État français soutient fortement cette candidature pour plusieurs raisons. Le général de Gaulle, tout d'abord, je vous rappelle qu'il est revenu au pouvoir 2 ans plus tôt, y voit une occasion de servir une politique de prestige, cette politique de grandeur qu'il appelait de ses voeux sur la scène internationale. Or, dans le domaine sportif, les résultats sont loin d'être à la hauteur de cette ambition. Lors des Jeux Olympiques de Rome, dont mes camarades savent qu'ils me sont chers, en 1960, c'est une véritable bérésina. L'équipe va même titrer que c'est une honte. C'est une déchéance nationale. Et donc, pour De Gaulle, il s'agit de reprendre les choses en main. Et d'ailleurs, Jacques Faisan, dans le Figaro, l'a très bien caricaturé, où on voit le général en survêtement avec son petit sac de sport, avec pour légende, dans ce pays, je dois tout faire par moi-même. Il y a donc effectivement ces Jeux participent de cette politique tout à fait volontariste politique sportive menée dans les années 1960. D'ailleurs, les sports d'hiver contribuent à redorer le blason français au cours de cette période. Dans le sillage de Jean Vuarnet, qui avant d'être une paire de lunettes de soleil était un grand skieur, champion olympique de la descente à Squaw Valley en 1960. Et il faut rappeler qu'en 1966, au championnat du monde de ski alpin à Portillo, les Français remportent 16 des 24 médailles mises en jeu. Donc Grenoble s'inscrit dans cette dynamique. Dynamique aussi plus généralement de développement des sports d'hiver. Dans le contexte des 30 glorieuses et de l'attitude justement des évolutions face aux loisirs, un élargissement aussi du point de vue des catégories sociales, et on assiste à un véritable engouement qui suscite d'ailleurs l'appétit des investisseurs, et on entre à ce moment-là dans un nouvel âge des stations de sport d'hiver, avec ce qu'on appelle les stations de deuxième génération ou les stations en site vierge. On pense à Courchevel, par exemple, et qui sont en rupture, justement, avec ce que l'on appelait les stations villages. Il y a donc un enjeu économique, notamment dans le développement touristique. Et ça, on le retrouve d'ailleurs, mes camarades l'ont rapidement évoqué, dès 1924, et c'est d'ailleurs un leitmotiv des Jeux Olympiques d'hiver que de favoriser justement l'essor du tourisme. Et vient se conjuguer à cela une autre préoccupation des années 1960, certains s'en souviennent peut-être, c'est l'aménagement du territoire, avec la fameuse DATAR en 1963, et dans les Alpes, cela passe dans les Alpes où, je rappelle, l'économie montagnarde est toujours en déclin. Ça passe par l'adoption d'un plan neige en 1964 qui a pour ambition, ce plan neige, de transformer les sports d'hiver en véritable industrie touristique, tout en enrayant justement le déclin démographique des vallées. Donc ces Jeux participent de cette dynamique sur le plan national, mais il y a aussi des enjeux plus locaux, des enjeux plus régionaux. Merci Stéphane, vous avez effectivement évoqué les enjeux autour de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on peut dire que ça s'inscrit dans une stratégie nationale ? Alors la stratégie nationale, elle est claire. Ces Jeux sont résolument conçus comme une vitrine de la modernité économique et, je l'ai dit, je le répète, plus largement comme l'expression de la politique gaullienne de grandeur. La cérémonie d'ouverture, là aussi, je vous invite à aller en voir quelques images, en présence du général de Gaulle, doit témoigner de cela.
On rappelle aussi que ces Jeux de Grenoble s'inscrivent dans une dynamique de forte médiatisation. Ils sont retransmis en Mondiovision, en couleur, même si la plupart des Français, eux, verront ces Jeux en noir et blanc. Et d'ailleurs, il y a un enjeu là aussi. L'ORTF, qui est à l'époque à la botte de l'État, est fortement mobilisé. On accueille les journalistes. 2500 journalistes sont accrédités et sont tout à fait choyés. On leur construit des appartements, on leur offre des repas gastronomiques. Ils peuvent même aller se faire couper les cheveux gratuitement pour, encore une fois, contribuer à cette promotion de la France. Alors, sur le plan plus local, ces Jeux Olympiques renforcent considérablement l'image de Grenoble comme ville dynamique. Je rappelle que Grenoble a vu sa population se multiplier par 2 depuis 1932, un dynamisme qui exprime son université, mais aussi l'implantation du centre d'études nucléaires en 1956, mais malgré tout, cette ville, en fait, elle est en retard du point de vue de l'aménagement urbain. Elle est mal raccordée. Il n'y a pas de liaison ferroviaire, par exemple, depuis Paris pour rejoindre Grenoble à l'époque. Et donc, il va y avoir un investissement extrêmement important, 900 millions de francs de l'époque, alors que seulement 90 millions sont consacrés aux équipements sportifs. Donc, il va y avoir toute une série. On construit un hôtel de police, par exemple, pas grand-chose à voir avec les Jeux. Le musée dauphinois, que certains connaissent peut-être, qui apparaît à ce moment-là. Or, tout ça, il faut bien le dire que les Grenoblois vont le payer. Et ils vont le payer pendant longtemps, puisqu'il a fallu 27 ans à la municipalité pour rembourser les emprunts contractés. Ils vont le payer aussi parce qu'en fait, les effets attendus en matière de tourisme à Grenoble sont pas extraordinaires. Tout juste, on note qu'effectivement, il y a un tourisme un peu de congrès qui se développe, ce qui n'est pas le cas dans la région. En fait, on évoque Grenoble depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est la région du Dauphiné. Vous reviendrez tout à l'heure sur les Jeux de Savoie. Là, c'est le Dauphiné. Il y a 100 km d'écart entre les sites les plus éloignés qui se situent dans le massif du Vercors, en Belledonne, à Champs-Rousse, dans l'Oisans, avec l'Alpe d'Huez. Et ces stations vont être aussi modernisées. Et elles vont être raccordées par un système routier, par un système autoroutier. Il y a un aérodrome militaire, celui de Grenoble-Saint-Geours, qui est transformé en aéroport commercial. Et donc là, pour le coup, ça marche plutôt bien, parce qu'on assiste à un essor de la fréquentation, surtout d'ailleurs, il faut bien le dire, à Champs-Rousse et à l'Alpe d'Huez, un peu moins à Saint-Nizier ou à Villard-de-Lans, qui connaîtront un développement un peu plus tardif dans les années 1970. Merci Stéphane. Vous avez déjà commencé à évoquer la question des héritages et de ce qu'il reste. Donc Sandrine, justement, sur la question des héritages, d'après vous, quels ont été les principaux, si on peut peut-être les reprendre, principaux héritages pour la ville et ses habitants? Alors, comme Stéphane en a déjà évoqué quelques-uns, de fait, on peut essayer de dresser une typologie de ces héritages. Donc, il a parlé de l'héritage touristique. Il faut savoir que il y a à peu près 600 000 spectateurs pour ces Jeux olympiques d'hiver, ce qui, pour l'époque et pour des Jeux d'hiver, était relativement exceptionnel. Il a parlé de la cérémonie d'ouverture, 60 000 personnes présentes. Là aussi, c'était relativement conséquent, puisque ça permettait de dresser le focus sur ces Jeux d'hiver qui souffrent d'ailleurs encore toujours d'un déficit de public par rapport aux Jeux d'été. On a également, évidemment, un héritage d'un point de vue économique, il l'a évoqué, et urbain, à savoir que ce développement des infrastructures qui concernent aussi bien les routes, la rocade de Grenoble, les logements, l'équipement public, puisque un hôpital aussi a été construit, la construction de l'aéroport, Stéphane l'a dit. Il y a eu un nouveau quartier aussi d'établi à Grenoble qui s'appelait... c'était très, pour l'époque, neuf, ça s'appelait Villeneuve, qui est passé d'ailleurs de la visibilité d'un quartier vitrine exceptionnel pour le temps à finalement un symbole qui est aujourd'hui devenu négatif comme étant un quartier malfamé. On a, et de ce fait, lié aux infrastructures, l'héritage de ces infrastructures, un coût financier.
Et c'est ce que l'on perçoit d'ailleurs pour l'ensemble des Jeux olympiques, qu'ils soient, et on en a déjà parlé aussi pour l'été, qu'ils soient d'été ou d'hiver, à savoir qu'on a un endettement très élevé pour Grenoble déjà, qui est évalué à 1 milliard de francs de l'époque, financé en grande partie par l'État, environ 70 à 80% par l'État, et puis la partie restante par la région et la ville de Grenoble qui a mis presque 30 ans pour rembourser cet investissement. Et là où on doit s'interroger, effectivement, c'est non seulement sur le coût financier, mais aussi sur ce qu'il advient, et Yvan l'évoquait tout à l'heure, ce qu'il advient de ces infrastructures. C'est-à-dire la sous-utilisation qui rejoint aussi les enjeux environnementaux. Alors à l'époque, on se posait assez peu la question, hein, mais liés à la bétonisation des montagnes, mais aussi aux infrastructures inutilisées, c'est-à-dire que l'anneau de vitesse, c'était Grenoble, on manquait c'est pas très élevé en termes d'altitude, Grenoble, donc il faisait pas très froid. Finalement, il a été très très vite abandonné. Le tremplin de Saint-Nizier, il est en ruine. Donc le tremplin de saut à ski. Hein. Le palais des sports de Grenoble, ça coûtait cher à l'entretien, donc lui aussi a été abandonné. Donc cet investissement, finalement, de fait, d'un point de vue local sur les infrastructures telles que les hôpitaux, la rocade, etc., on peut estimer qu'effectivement, ça a été très utile pour la ville de Grenoble. Pour ce qui concerne vraiment les investissements sportifs, on sait que pour beaucoup, ce sont, comme l'évoquait Yvan, des éléphants blancs et qui persistent. On a parlé de Sochi plus récemment, mais on sait que on nourrit à chaque fois ce type de problème. Et puis d'un point de vue sportif, je terminerai là-dessus. On a une professionnalisation qui apparaît non pas dans les jeux en eux-mêmes, puisque je rappelle qu'ils étaient encore à l'époque ouverts simplement aux amateurs, mais en tant que, et Stéphane en a parlé, liés à leur médiatisation. C'est-à-dire que pour la première fois, ils sont rediffusés en mondiovision et en couleur. Et ça, c'est une toute première pour les Jeux d'hiver. 600 millions de téléspectateurs à travers le monde. Quoi. Voilà, donc, et on a estimé que 20 millions de Français l'avaient regardé. Alors, il a rappelé, on n'avait pas tous des postes. Moi, j'étais pas née. Donc, des postes en couleur. Contrairement à nos amis. Contrairement à mes amis ici présents. Donc, ça a permis de développer un peu le ski alpin, mais Stéphane l'a rappelé, on est dans une politique de volonté de développer ce sport pour essayer de contrecarrer les problèmes qui se posent, les problèmes économiques liés au monde de la montagne. Donc, peut-on vraiment le lier uniquement au jeu ? Ça paraît exagéré. Et puis, on peut constater que finalement, d'un point de vue sportif, ça n'a pas eu un réel impact, puisque dans les Jeux olympiques suivants, il n'y a eu que 2 médailles françaises. Donc, on sait que ces Jeux olympiques, en termes d'héritage, sont toujours très très mitigés, quand bien même le général de Gaulle a voulu effectivement en faire une vitrine du dynamisme économique français. Merci Sandrine. Notre 4e dialogue croisé va nous conduire à Albertville en 92. Alors là, je fais appel à Yvan et Nicolas. 30 ans après Grenoble, Albertville accueille les JO d'hiver dans un contexte médiatique et sportif totalement transformé de ce qu'on a connu jusqu'à présent, entre spectacle, performance et enjeux écologiques. Yvan, alors comment la France obtient ces Jeux ? Et je voulais évoquer avec vous la cérémonie d'ouverture. Oh là oui, voilà, il y a tout le monde s'en souvient, tout le monde était né, non ? Je pense que beaucoup en tout cas étaient nés. Bon, je crois que vous avez fait une grave erreur, chers amis. Vous n'avez pas cité quand même Jean-Claude Killy. Vous avez cité Jean-Claude Killy ? Non, mais alors, attendez. On a oublié Jean-Claude Killy. Qu'est-ce qu'ils ont ? Non, franchement, il faut tout revoir. Ouais. Les vieux ont quand même de l'expérience, Sandrine. Il faut que tu te rappelles quand même. Bourlane, qu'est-ce que tu fais ? Justement, nous, on n'était pas nés. Mange-toi. Non, pourquoi je parle de Jean-Claude Killy ? Parce que c'est lui qui va faire le trait d'union entre Grenoble et Albertville. Vous avez eu les Jeux de Gaulle, ça ils en ont parlé abondamment, bien sûr, pour 1968. Mais Albertville, ce sera, alors non pas vraiment les Jeux de Mitterrand,
mais sous l'ère Mitterrand, et Mitterrand était présent à la fameuse cérémonie. Juste un mot d'abord pour évoquer, comme tu le demandes, Yasmine, eh bien je dirais ce prolongement de 1968, comme s'il y avait une attente de l'après 68, malgré le coup, malgré quelques vicissitudes liées à ces jeux. Il me semble que la notoriété est là aussi. C'est à mon avis au cœur de notre discussion, hein, entre les coups que ça provoque, les ennuis que ça peut provoquer, en même temps la fierté française que cela engendre. On est au cœur de tout ça. Eh bien, Jean-Claude Killy était peut-être un peu nostalgique, le triple champion de Grenoble, et il a été un des initiateurs de ce projet, avec quelqu'un qui a été, il y a déjà bien longtemps Premier ministre. De qui vas-tu parler? C'était la préhistoire. Ah, c'est bien avant. Député de Savoie, Michel Barnier, effectivement, qui a été lui aussi, alors à l'époque, on cumulait les mandats, il a été député et en même temps président du Conseil général de Savoie. Donc, ce ticket Barnier-Killy, dès le début des années 80, c'est-à-dire très peu de temps après Grenoble, puisque c'est en 81 qu'on peut repérer déjà une forme de prémisse de cette candidature d'Albertville, même si Albertville n'est pas encore situé, parce que Albertville, c'est pas Grenoble, c'est la sous-préfecture de la Savoie, c'est 17 000 habitants, peut-être un peu moins à l'époque. Bon, Grenoble, c'est quand même une plus grosse agglomération. Et donc, il présente ce projet en 1981 lors d'un critérium, le critérium Première Neige de Val d'Isère. Et puis, finalement, la candidature prend de la consistance dans la dimension française, et notamment autour de François Mitterrand, il y a une caution qui est donnée. Voilà. Et donc cette caution qui est donnée va faire que se produit un moment important. Alors là aussi, ça pourrait être l'objet de multiples études. La session du CIO qui va accorder à Albertville les Jeux Olympiques est en 86. Et en finale, si on peut dire, Albertville s'oppose à Sofia en Bulgarie. C'est quand même, vous voyez, deux envergures complètement différentes. Mais il faut comprendre une chose, c'est que vraisemblablement, on peut considérer que le fait qu'on ait accordé les Jeux Olympiques à Albertville est très lié au fait que la France est déçue d'une chose. C'est que lors de cette session du CIO, Paris était en lice pour les Jeux d'été. Était en lice pour les Jeux d'été qui ont été accordés à Barcelone. Et la déception française a été peut-être telle que certains membres du CIO ont poussé en compensation la candidature de Albertville. Donc comment est-ce que ça se décide en haut lieu? Vous voyez, c'est très aléatoire. Donc la France, enfin Paris aura plus tard les Jeux en 24. Et cette surprise, si on peut dire, rien n'était écrit pour que Albertville ait l'obtention des Jeux, a suscité, voilà, la mayonnaise prend ou ne prend pas, a suscité une sorte d'engouement. Et je crois que l'important ici, je ne sais pas si on pourrait comparer avec Grenoble, c'est un engouement régional. Alors, est-ce que Barnier y a fait quelque chose? Mais la Savoie va être un élément très largement mis en valeur. Et ce qui permet d'évoquer, Yasmine, la cérémonie d'ouverture. Alors là, c'est extraordinairement important que d'évoquer la cérémonie d'ouverture. Certains s'en souviennent peut-être. Alors, bien sûr, télévisée en Mondiovision, c'est le 8 février. Où étiez-vous le 8 février 1992 à 17h? Le théâtre des cérémonies, c'est ce lieu éphémère qu'on avait créé au cœur de la ville d'Albertville, qui a duré 15 jours. On l'a ouvert le jour de la cérémonie d'ouverture. Il a fini après cette cérémonie. 35 000 personnes réunies là. Au cœur de ce théâtre des cérémonies, vous avez un mât, une espèce de haut mât, qui fait environ 50 mètres, effectivement. Alors, cette cérémonie, elle va époustoufler le monde entier. Et mettre en scène, et quelque part, la cérémonie d'ouverture de 2024, elle vient de là. Je crois qu'il y a un lien complet à faire autour de ça, avec Philippe Découfflé, donc jeune artiste à l'époque, chorégraphe, danseur, qui aura cette incroyable capacité à faire voler en éclats le principe des cérémonies d'ouverture. C'est depuis 92, à Albertville, que on est sur et tous les autres Olympiades vont s'inspirer désormais de l'idée de dire qu'une cérémonie d'ouverture, c'est pas simplement un défilé d'athlètes quasi militaire, mais c'est un vrai spectacle. Et Découfflé a été, à ce niveau-là, un grand ordonnateur, un spectacle total, c'est ce que défend Découfflé. Il y a 3000 artistes qui participent, presque autant que d'athlètes, enfin, quand même pas. Des professionnels, mais il sera aussi puisé dans le réseau local des amateurs qui habitent dans le département de Savoie. Et cette cérémonie, je ne vais pas vous la résumer, vous pouvez la voir sur Internet en partie, de la danse, du théâtre, du cirque et du folklore alpin. C'est-à-dire qu'on va rejouer la dimension. Ce que fait Découfflé, indépendamment du spectacle, c'est aussi de rejouer la dimension régionale, de la dépoussiérer de ses attributs qui semblaient très, je dirais,
voilà, chauvins ou ancestraux, et là, c'est de les rendre modernes. Donc, il bouleverse les codes des cérémonies d'ouverture et il valorise, et là, c'est surprenant, le patrimoine savoyard. Alors, quelques exemples très brefs, hein, environ 2 heures et demie de spectacle, qui se ponctue par une ouverture officielle par François Mitterrand, un discours bref de Michel Barnier, de Jean-Claude Guidi et de Juan Antonio Samaranch, hein, qui est le président du CIO à cette époque. Un hymne national français, donc la Marseillaise, chanté a cappella par une jeune fille de 11 ans qui s'appelle Séverine Dupellou en robe savoyarde. Salué par la patrouille de France, effectivement, Surya Bonali. Hein, qui était dans notre exposition, qui était, oui. Avec, toujours la publicité, hein, bien sûr. Qui prête le serment des athlètes et qui concourra avec un costume de Christian Lacroix, avec une sorte de quelques symboles savoyards également. Et puis surtout, ça c'est pour Stéphane, l'allumage de la flamme par Michel Platini, grand héros français à ce moment-là. On a eu Zidane en 2024, on a Platini en 92, qui n'a rien à voir avec les sports d'hiver, mais ça fait rien. Hein, il est accompagné, alors la petite histoire raconte le fait d'un petit enfant de 8 ans, hein, qui s'appelle François Cyril Grange, a appris 2 minutes avant qu'il allait prendre la main de Platini pour aller allumer la vasque. Et vous voyez ces images extraordinaires de ce jeune enfant qui va aller dans l'allumage de la flamme. Alors grand succès de cette cérémonie d'ouverture, créativité, audace, un savoir-faire, on dira, à la française, mais qui valorise les régions. Puisque tu nous as taclé, Yvan, à mon tour, ce sont les Jeux de la Savoie. D'ailleurs, le logo même, ce sont non seulement les Jeux de la France, mais ce sont les Jeux de la Savoie. Et tout ce que tu as dit, justement, montre bien justement cette dimension régionale, pour ne pas dire régionaliste, de ces Jeux. Mais on ne l'avait pas eu en 1924, la dimension régionale. Alors, il n'y avait pas la dimension, mais vous remarquerez que pour les prochains Jeux de 2030, ça a été revendiqué de la même manière. Ce n'est pas une ville qui sera organisée, c'est les Alpes. Et donc, c'est cette tradition, tout à fait, qui vient des années 90. La France a revendiqué encore une candidature régionaliste et pas une candidature d'une ville. Et ce serait interrogé, parce que, excuse-moi, j'ai dit un mot sur la Coupe du Monde 98, on va parler des régions aussi. Les joueurs de 98 sont marqués par les régions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un régionalisme renaissant dans les années 90 ? Excuse-moi. Je t'en prie, Yvan. Merci vraiment d'avoir décrit cette cérémonie avec passion, fougue. Ça a rappelé plein de souvenirs dans la salle. Mais peut-être s'il y avait 2 aspects qui ont marqué le public et les médias à l'époque, est-ce que très rapidement, qu'on pourrait peut-être revenir là-dessus, mais très rapidement. Oui, très rapidement. Alors, il y a quelque chose ça va faire un lien avec 2030. Hein. Moi, si je dois retenir quelque chose de 92, c'est Edgar Gros-Piron. Ouais. Ça vous rappelle quelque chose, Edgar Gros-Piron ? Parce que Edgar Gros-Piron, alors on a la chance, hein, moi je défends les Jeux, alors certains vont me dire c'est honteux les Jeux, on en parlera après, mais je défends les Jeux de 2030 et Edgar Gros-Piron est donc en charge de l'organisation de ces Jeux, c'est un peu le Estanguet alpin, si on peut dire ça comme ça, né en 69. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a eu un moment très particulier, pour parler d'anecdote. Hein. Alors, il a eu la médaille d'or d'un sport qui était nouvellement venu aux Jeux Olympiques, hein, ce qu'on appelait le ski acrobatique, qu'on appelle aujourd'hui freestyle. Hein. Il a remporté la médaille d'or, déjà, avec des tenues fuchsia de l'époque. Hein. Bon, c'est pas savoyarde, hein, c'était fuchsia à l'époque. Et dans des conditions météo dantesques. Nous sommes le 13 février, quelques jours après la cérémonie d'ouverture 1992. Cérémonie dantesque. Il neige et un bourrasque. Jean-Claude Killy appelle le coach de Gros-Piron en disant « Est-ce que vous voulez qu'on reporte la compétition ?» Gros-Piron dit « Non, je veux la faire. » Et Gros-Piron, il y a 2 manches. Hein. Alors, c'est ça l'anecdote. Entre les 2 manches, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir ses supporters, ses amis. Il a traversé les barrières de sécurité et il est allé faire passer un moment de communion en sonnant des cloches au milieu de ses fans. Ben, c'est extraordinaire. Qui va faire ça aujourd'hui ? Non ? J'en pleure. J'en pleure, voilà. Donc, Gros-Piron, à la fois l'excellence sportive et en même temps le panache et la communion avec le public. Merci Yvan. Nicolas, pour cette Olympiade d'Albertville, est-ce qu'on peut parler de l'organisation efficace qui s'articule avec la responsabilité environnementale ? Comment tout ça s'articule ? Alors, mais ce problème, c'est de parler après Yvan d'efficacité environnementale, après un discours très 3e République quand même sur Edgar Gros-Piron. C'est extrêmement difficile de reprendre la main. Extrêmement difficile, mais je vais essayer quand même. Et on va revenir à des réalités un peu plus triviales. Hein. Désolé, je vais mettre dans la peau d'un
d'un fonctionnaire des impôts un peu regimbant. Tout ça pour vous dire que, eh bien, en termes d'efficacité de l'organisation, oui, ça a été salué absolument par tout le monde. Maintenant, on a aussi des problèmes qui sont déjà ceux qu'a évoqué Sandrine pour les Jeux de 68. On a déjà des questions qui sont des questions purement économiques. C'est-à-dire, finalement, c'était des jeux qui devaient être payés par eux-mêmes. C'est un peu tout, d'ailleurs, ce que prétendent à chaque Olympiade. Les jeux se suffiront à eux-mêmes, et à chaque fois, en fait, ça n'arrive pas. Deuxième problème des jeux, c'est qu'ils sont toujours sous-estimés dans leurs coûts. Donc, on a toujours des dépassements. Et c'est logique, puisqu'on essaye de faire du moins 10 ans financier. Et résultat, depuis le début des Jeux, enfin depuis depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on a toujours eu des Jeux déficitaires, sauf un cas qui est celui effectivement de Los Angeles en 1932. Donc on est dans le même cas de figure. On va avoir en fait des prévisions extrêmement optimistes sur la vente de billets. On en vendra finalement que 20% de ce qui a été prévu. Et au final, on arrive avec un déficit qui tourne autour de 300 millions pour l'organisation des Jeux, sur un budget global qui était estimé à 3,7 milliards. Donc on est en gros à 10% de déficit. On va dire, bon, 10%, c'est pas terrible. Le problème, c'est que ça ne comprend pas non plus les aménagements qui ont été faits autour des Jeux et qui s'élèvent, eux, à 9 milliards. Donc il y a 9 milliards d'investissements, mais on peut aussi considérer que ces 9 milliards d'investissements, d'une certaine manière, viennent encourager, abonder le désenclavement de la région. C'était quand même l'objet de la vallée de la Tarentaise, un certain nombre de villes qui étaient, c'est vrai, très mal desservies. Donc dans ce cas-là, on peut le mettre d'une certaine manière sur le côté positif. Et c'est vrai qu'on voit aussi, à terme, les 10 années qui suivent, voient une augmentation assez significative du tourisme, puisqu'il on va avoir plus 50% de tourisme dans les stations de sport d'hiver, mais pas seulement, du tourisme aussi qu'on appelle vert, qui va se développer dans les années 2000. Donc, on peut là aussi mettre, je pense, ça du côté positif de ce bilan. Maintenant, autre souci économique, celui des infrastructures, puisque, comme pour les Jeux de 68, on a des infrastructures, alors qui étaient très jolies, qui ont été beaucoup modernisées. C'était évidemment l'un des enjeux aussi des investissements produits, c'était moderniser les stations de sport d'hiver dans un contexte où on avait déjà des problèmes liés au réchauffement climatique dès les années 1990, et on avait des taux d'enneigement qui devenaient irréguliers, qui sont maintenant évidemment bien plus irréguliers encore. Et pour ce qui concerne les infrastructures, on a des infrastructures qui continuent aujourd'hui à être déficitaires. C'est-à-dire qu'on continue à les maintenir. Le Palais des Sports, je crois que c'est 500 000 € par an. Au total, la totalité des déficits sur les infrastructures construites en termes de fonctionnement, on tourne autour de 3 millions d'euros, ce qui est relativement beaucoup pour une région qui est pas spécialement riche comme la Savoie. Donc là aussi, ça nous pose cette question. Bien sûr, il faut moderniser, mais je dirais l'héritage, la pensée d'un héritage durable va véritablement s'imposer au CIO seulement dans les années 2015-2018, lorsque le CIO va produire son fameux agenda 2020 plus 5, et puis aujourd'hui qui est augmenté encore de quelques années, où la question de la durabilité des équipements va se poser. Mais c'est vrai que jusqu'à cette période-là, on s'en fiche un peu, on regarde pas tellement ce qui va se passer après. Ce qu'on veut, c'est du prestige, des belles installations. L'État y met le prix, on donne une belle visibilité à la France. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que cette question de l'héritage, de la durabilité est importante. Bilan écologique, là aussi, le bilan est contrasté. Il est moins pire, si je puis me permettre, que d'autres organisations des Jeux de sport d'hiver. On peut penser, par exemple, à Sochi, qui a été une catastrophe internationale en 2014. Mais le bilan est contrasté. C'est vrai que pour construire des infrastructures, pour désenclaver une région, déjà, vous êtes obligé de faire du bâti. Vous faites du bâti, et ça veut dire des routes, des autoroutes. Et je crois qu'il y a une 40aine d'hectares simplement pour la construction de la bretelle d'autoroute qui a traversé donc la vallée de la Tarentaise, de terres cultivables et surtout de forêts où vivaient un certain nombre d'espèces rares qui ont dû être sacrifiées. C'est aussi l'artificialisation des sols.
330 000 carrés de logements construits en termes de surface au sol. Et puis, se pose toujours la question quand on parle du bilan. Le bilan, encore une fois, pour ces jeux, n'est pas si catastrophique si on le compare à d'autres. Mais le bilan des jeux, on a un programme aujourd'hui à l'Université de Lausanne qui travaille justement sur le bilan et la durabilité possible des méga events, dont évidemment font partie des Jeux Olympiques. La grande difficulté, quand on regarde le bilan carbone, par exemple. Alors, le bilan carbone, dans les jeux, dans la préparation des jeux, ce sont les constructions, hein, 90%, 90%. Par contre, quand on regarde sur l'ensemble du bilan carbone des jeux, on s'aperçoit que 75% de l'ensemble du bilan carbone, c'est pas la construction des infrastructures, c'est le public. C'est le public. Et ça, on n'y peut rien. Donc, ça pose ce problème écologique va toujours se poser, quelle que soit la durabilité, on va dire, des infrastructures qui seront construites, et quelles que soient, je dirais, les mesures qu'on va prendre. C'est exactement pareil si on prend l'exemple, et je terminerai là-dessus, l'exemple de Londres en 2012, qui était l'exemple des jeux les plus équilibrés avec un certain nombre d'indicateurs. Il y a eu 10 indicateurs sur les Jeux de Londres strictement écologiques, et on arrive à une moyenne de 60% positif, ce qui est la meilleure note, en fait, depuis qu'on a les indicateurs. Mais ça, c'est soustrait, en fait, de l'arrivée du public, donc des transports mobilisés. Et c'est là aussi se pose peut-être un problème qu'on doit non seulement prendre en compte, mais traiter sans doute pour les Jeux du futur, si on veut respecter cette question de la durabilité. Si on regarde un tout petit peu dans le rétro 92, est-ce que les mesures écologiques, elles ont eu un impact réel sur la perception du public et des médias ? Pas vraiment. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une communication, mais plutôt a posteriori sur justement l'équilibre écologique. Il faut se rappeler qu'on est en 92. Alors, ces questions, elles vont arriver justement dans les années 90 avec justement le protocole de Kyoto et puis les réunions ensuite mondiales sur les questions écologiques. Mais au début des années 90, l'écologie en termes de préoccupation politique majeure, elle n'est pas encore véritablement là. On n'est pas comme aujourd'hui où on a quand même une impression un peu d'eschatologie mondiale. Et qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Il y a une angoisse une éco-anxiété qui s'est développée de manière considérable aujourd'hui chez nos concitoyens, qui n'est pas celle des années 90. Dans les années 90, on commence un peu à y penser. On veut pas trop abîmer la montagne, d'accord. Par exemple, la question des transports, elle est pas traitée. Elle est même pas pensée d'ailleurs au niveau, je dirais, de l'impact écologique des Jeux. Donc, la promotion, on va dire, qui a été faite ensuite de l'équilibre écologique, avec beaucoup de guillemets, de l'organisation de ces Jeux, c'est ensuite qu'on va la voir, notamment dans la communication de la région de Savoie. Mais on voit que le bilan est contrasté, mais qui pose en fait des questions qui sont extrêmement lourdes et qui se posent pour tous les Jeux Olympiques à venir. Merci. Désolé d'avoir été un peu... Bon. Vite, on passe. Fais pas rêver, Nico. Voilà. Vite. Le dernier dialogue croisé qui va nous emmener à Paris. C'était il y a un an. Donc, Paris vibrait au rythme des Jeux Olympiques. Un moment magique, unique dans l'histoire, où tout s'est conjugué, sport, innovation et rassemblement citoyen. Pascal, qu'est-ce qui a rendu ces Jeux originaux, historiques, et en quoi parle-t-on justement d'un moment si particulier dans l'histoire des JO? Si j'avais un peu d'humour, on disait avec Yvon à l'instant, il n'y avait pas de gouvernement français, je vous rappelle à l'époque, des démissionnaires. On va dire qu'on est devenus les champions olympiques des non-gouvernements. Un an après, on peut le dire tous ici, nous sommes en train de vivre encore un moment historique. Non, je rappelle pourquoi, parce qu'on regardait avec Yvon, on avait un petit doute, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron annonce qu'avant les Jeux, il n'y aura pas de nouveau gouvernement, il sera en transition en attendant la fin des Jeux, ce qui veut dire qu'en France, les Jeux passent avant les nouveaux gouvernements. C'est normal, puisque ce sera la 7e et 8e Olympiade organisée en France. Nous venons de faire un long voyage à travers le siècle. 7e, si on compte, olympique et paralympique, puisque je rappelle aussi en 92 qu'il y a eu les Jeux paralympiques, créés en 76. C'est la première fois qu'il y avait des Jeux paralympiques d'hiver. Et donc en 92,
Pas en 68, puisqu'à Grenoble, il n'y avait pas encore de Jeux paralympiques. Donc la France organise en 2024 les 7e et les 8e Olympiades du pays. Alors c'est intéressant parce que, bon, ici, je ne vais pas vous faire de l'histoire, vous les avez tous vécus, là on ne va pas dire qui y était. Oui, Sandrine, nous étions. Nous étions tous nés. Bah oui, même Sandrine, donc c'est un événement. Et donc, nous les avons tous en tête. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est 1 an après, et je vais un peu essayer d'aller gratter un peu la chose, parce que c'est ça qui est intéressant, puisqu'on présente souvent ces jeux. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le président Thomas Bach du CIO. Il dit cette phrase: ces Jeux olympiques ont véritablement été les Jeux d'une nouvelle ère. Et je pense que c'est là qu'il faut aller titiller un peu dans notre réflexion et gratter. J'apprenais à mon voisin de gauche, avec humour, qu'en regardant précisément les chiffres, par exemple, puisque ces Jeux sont annoncés comme les premiers Jeux paritaires de l'histoire. Et vous l'avez tous entendu, je pense. Sauf que pas beaucoup d'entre vous ont eu le courage d'aller lire les quelques milliers de pages du rapport final. Ces Jeux ne sont pas paritaires. Ils ne l'ont pas été. Il manque, au total, 192, en fait, compte participantes pour y arriver. Pourquoi ? Parce que tous les pays, par rapport à la feuille de route idéale qui avait été posée des sélections hommes et femmes, n'ont pas, au final, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été qualifiés, que dans certaines épreuves, il n'y a pas eu des personnes... De quoi ? Bah, je rythme ma conférence comme Yvan. Attends, t'as vu comme le show qu'il a fait. Et il faut le rattraper. Hein. T'es gentil, toi. Si on fait comme Nicolas. Hein. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je suis en haute compétition, là. J'ai Gros Piron à côté de moi, quand même. Hein. Et donc, en fin de compte, il manque 192 personnes, ce qui veut dire que pour les prochains Jeux de 2028, donc j'ai été regarder comment, quand ils vont faire, ils ont pris cette décision incroyable pour Los Angeles qu'il y aura, ils l'annoncent, plus de femmes que d'hommes pour les Jeux. Comme ça, ils ont une petite chance qui est vraiment la parité. Donc c'est intéressant parce que ces Jeux avaient été présentés et continuent à être présentés comme les premiers Jeux paritaires. Suite aussi à ce que vient de dire Nicolas, c'est aussi présenté comme des Jeux qui, pour la première fois, ont été des Jeux éco-responsables. En ayant pris cela comme une priorité et la présentation se fait, y compris dans le rapport. Ce qui n'est pas faux, cette fois-ci, sur un nombre de points, par rapport notamment au peu d'infrastructures créées, ce qui est un peu logique, puisque ces Jeux ont eu lieu dans la ville. Et avec des infrastructures qui faisaient justement la logique même de cette organisation. Bon, quand vous lisez le rapport, vous êtes entre 90 et 95% à peu près de réponses sur toutes les questions de l'éco-responsabilité, avec la récupération du village olympique qui se transforme aujourd'hui en habitat, avec les émissions carbone les plus basses dans le Olympique. En même temps, on ne peut jamais le vérifier, donc on ne le saura jamais, surtout dans une ville polluée comme Paris, je tiens à le rappeler. Mais, chiffre intéressant que j'ai noté dans le rapport, 87% des spectateurs sont venus avec un moyen de transport au jeu. En même temps, on nous a tellement pris la tête qu'on ne pourrait pas rouler en voiture que ceux qui voulaient prendre sa voiture pendant les jeux, ils étaient malades. Hein. Ils se faisaient harakiri. Puis il n'y avait pas de taxi à Paris à ce moment-là, donc c'était au moins réglé. Mais extrêmement intéressant parce que là, on voit l'impact qu'il y a eu en 40 ans d'histoire. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible, du moins, ces jeux démontrent qu'il n'était pas possible au moment en 2024 d'imaginer des jeux sans cette volonté et sans cette idée qu'ils soient éco-responsables. On l'a vu aussi... Et là, je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Sur la notion paritaire, ça a fait évoluer énormément pour tendre vers cette idée de parité. C'est-à-dire qu'on n'a pas imaginé de nouveaux sports, mais on a imaginé de nouvelles épreuves mixtes. On a modifié même, vous l'aviez déjà vu au moment de Tokyo, par exemple, au moment du judo, vous l'avez vu dans certaines équipes, vous avez vu que des épreuves ont été créées. À Los Angeles, encore de nouvelles épreuves vont être créées, notamment aux 400 mètres avec des épreuves mixtes. Pourquoi ? Pour faire que dans tous les sports, du moins, il faudra tendre vers une féminisation et une capacité d'arriver à répondre à cette obligation qui a pris du temps. Parce qu'elle a pris entre les jeux imaginés en 1894 et aujourd'hui, il a fallu beaucoup de temps pour que le CIO imagine, par exemple, cette notion de parité et d'en faire aujourd'hui une exigence. Comme il a fallu extrêmement longtemps pour que le CIO imagine cette exigence au niveau de l'éco-responsabilité. Alors, je ne peux pas m'en empêcher, après le show qui a été fait sur la French Touch, au niveau des cérémonies d'ouverture, parce que là aussi, vous l'avez tous vu, et puis que ça a été quand même aussi quelque chose qui a été important, puisque je rappelle que les historiens français et les grandes romancières françaises, puisque aussi bien Patrick Boucheron que Leila Slimani ont contribué à la réflexion, à l'écriture et au spectacle de la cérémonie d'ouverture, puisqu'on parle de la France, ça était une cérémonie parfaitement, ce que vient de dire Yvan, et ça, il faut le comprendre, dans une tradition française. Alors, l'Amérique, c'est aussi faire des cérémonies qui symbolisent l'Amérique. La cérémonie de 1980, dont on parle dans le livre, d'ailleurs, quand vous la voyez en image, elle est incroyable pour la construction. 84, pardon, excuse-moi, 80, c'est Moscou. C'est bon. Ok, les gars, j'étais au Jeunesse communiste quand j'étais jeune, j'ai fait un transfert. Mais il savait bien les faire aussi. Hein. Ouais, t'as raison. Ouais. Il s'était entraîné en 80, en n'y allant pas. En 84, qui était déjà une cérémonie totalement idéologique, qui fabrique la nation et qui fabrique le pays. Mais
C'est vrai qu'en 2024, dans l'inspiration d'Albertville de Découfflé, et aussi, ce qu'on oublie, mais dans l'inspiration de la cérémonie que Good fait sur les Champs-Élysées pour le bicentenaire de la Révolution française, 2024 arrive dans cette tradition-là. Et c'est pas quelque chose qui est uniquement un coup de génie d'un seul coup. Thomas Joly est génial, mais s'il y a une tradition et une volonté de vouloir marquer l'imaginaire et de vouloir encore une fois de plus que les Français dans cette tradition-là, et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, d'une tradition à la française et qu'on va retrouver. Les chiffres sont phénoménaux puisque c'est, alors là aussi, c'est pour ça qu'il faut toujours lire les rapports très ingrats généralement à lire, mais ça fourmille de chiffres. Pour comprendre, 25 millions de Français ont vu en live la cérémonie d'ouverture. C'est la première émission en France, même devant des matchs de foot, au niveau d'une retransmission. Je ne parle même pas de ceux qui l'ont vu en replay ou qui l'ont vu après, qui ont vu des extraits. Et c'est aussi une des grandes révolutions de ces Jeux Olympiques, c'est des Jeux qui ont été massivement médiatiques. 412 milliards d'interactions sur les réseaux sociaux autour des Jeux. Alors pour vous, ça ne veut rien dire, moi non plus d'ailleurs, 412 milliards, je ne sais même pas comment on peut arriver à calculer ça. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a eu 270 millions d'éléments envoyés autour des Jeux et il y a eu 412 milliards d'impacts vus de ces événements. C'est monstrueux, c'est 5 fois plus que les Jeux précédents. C'est des Jeux qui sont rentrés dans une nouvelle dimension médiatique. Et cette nouvelle dimension médiatique, elle a, pour les partenaires financiers, été d'une extrême rentabilité. Ce qui veut dire qu'alors que beaucoup pensaient que les Jeux allaient devenir non rentables, notamment pour les médias, ou non rentables pour les marques sponsors, bien au contraire, ces Jeux ont redéfini un intérêt des grands partenaires à venir. Pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, ce que je viens de dire. En 2028, les Jeux, vous le savez, ont été un deal entre les Américains et les Français, donc on a donné les Jeux aux Américains et aux Français en même temps. Donc pas de débat sur 28. 32, plus de candidats. Le CIO se retrouve avec, en fin de compte, un moment olympique dont plus personne ne veut financièrement. Tous les grands référendums qui avaient été faits en Europe en même temps que les Jeux Olympiques et les candidatures françaises ont tous été négatifs. Toutes les villes européennes qui ont demandé à leur population s'ils voulaient les Jeux, toutes les villes ont voté non. Le CIO se retrouve à ce moment-là, après avoir refourgué à la France et aux États-Unis les Jeux, dans une situation de dire à Brisbane, qui va récupérer les Jeux, tenez, les voilà, sans compète. Et ça fait bien longtemps, depuis les Jeux d'Anvers de 1920, qu'il n'y a pas eu de compétition entre des villes pour obtenir les Jeux. Et donc tout le monde pensait qu'à ce moment-là, et le CIO en premier, les Jeux n'étaient plus une affaire rentable et n'étaient plus un business sur lequel il y aurait eu de la concurrence. Et en fait, les Jeux de Paris vont complètement réinverser ça. Ils vont redonner de l'attrait à la situation. Conclusion, on estime qu'il y aura 12 candidats pour les Jeux de 2036, y compris l'Allemagne, pour fêter le centenaire des Jeux de Berlin, y compris l'Inde, pour la première fois, qui se prépare une ville olympique déjà en construction, qui a investi 800 millions de dollars aujourd'hui en Inde par rapport à ça, y compris l'Égypte, qui veut recevoir, et peut-être en partenariat, les premiers Jeux en Afrique. Ce que je veux dire par là, c'est que 24 a montré au monde, d'une certaine manière, qu'on pouvait encore réimaginer de nouveaux Jeux. Alors nous, on l'a vécu avec notre cocorico à la française, parce que ça s'est plutôt très bien passé, ce qui est vrai. Ça a plutôt été un événement majeur par rapport à la cérémonie d'ouverture, où beaucoup ont pu en douter, mais en même temps avec beaucoup d'idéologie dans cette cérémonie. Et quelque part, ça a plu aux Français, alors que ça aurait pu être très touchy. En même temps, ce sont des Jeux qui, en termes d'impression d'avoir vécu dans une ville, des Jeux à l'intérieur de la ville, c'est la première fois qu'on a, même si Rome avait déjà été, et Stéphane en sait quelque chose, une ville liée à des Jeux. Là, on a vraiment une ville qui a fait vivre, pour ceux qui ont vu les événements au Trocadéro, qui ont vu les événements à Versailles, c'était impressionnant. Ou le surf en Polynésie. D'une certaine manière, ces Jeux ont marqué. Et puis en finale, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans la vision collective, le bilan est globalement positif. Mais, et je mettrai un gros mais, derrière, on nous a beaucoup parlé d'héritage, et on en sait quelque chose, puisqu'ils nous ont tous saoulés avec l'héritage pendant 4 ans au CIO et au COJO, n'est-ce pas Patrick? L'héritage est un bide absolu, il faut le dire. Aujourd'hui, tous les budgets sont coupés. Je vais en parler. Tu vas en parler, je te laisse l'héritage. Et puis, si vous faites le bilan... Tu parles du bilan financier? Ouais. D'accord, je te laisse alors. Non, juste une boutade, ça m'a fait un peu rire. Le bilan financier est égal, écoutez bien, en négatif positif, hein, puisqu'il est un tout petit peu positif, est égal à la démission d'un Premier ministre. En termes négatifs. Ce que nous a fait perdre la démission d'un Premier ministre en termes de PIB est l'égal, et il nous dira les chiffres précis, de ce qu'a fait gagner les Jeux Olympiques. C'est-à-dire pas grand-chose. À toi la parole. Merci Pascal. On l'a tous vécu, hein, ces JO. Voilà, on a été ensemble. Ça a été une forme de célébration, de communion. Est-ce qu'on peut véritablement prendre la mesure de ces effets sur la société? Et est-ce que 1 an après, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors c'est pas évident, hein, déjà sur un plan historiographique, hein, on fait là plus que de l'histoire du temps présent, hein, on fait une histoire quasi immédiate. Et je commencerai par rappeler qu'au moment de la sélection de la ville hôte, hein, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques par les CIO, l'un des critères, entre autres, hein, c'est la capacité des organisateurs justement à mobiliser et à impliquer la population tant au niveau local qu'au niveau national. Et dans ces conditions, eh bien, le comité d'organisation de Paris 2024 hein, a déployé, vous en souvenez, hein, une intense campagne de communication. Vous vous souvenez peut-être de la consultation citoyenne qui avait été organisée pendant d'ailleurs la candidature en 2016-2017, hein, c'était une consultation en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ressortait de cette consultation que les Français, en fait, souhaitaient un moment de fête. Ils souhaitaient un moment de fête spectaculaire, partagé. En d'autres termes, ils souhaitaient des jeux pour tous. Hein. Et on peut dire que cette campagne, elle a plutôt bien fonctionné, puisque en juin 2017, selon un sondage, donc on est à la veille de l'attribution des jeux par le CIO, 73% des Français soutiennent la candidature de Paris 2024. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, 7 ans plus tard, à la veille des Jeux, un autre sondage nous dit que finalement, c'était un sondage sur les termes qui prédominaient, hein, quel était le sentiment des Français. Mais en fait, le premier sentiment des Français, c'est l'indifférence. C'est le premier terme qui apparaît juste devant l'inquiétude. Et au niveau des Franciliens, l'inquiétude est encore plus grande, on l'a rappelé. Alors il faut dire que évidemment, les temps ont un peu changé, hein, Pascal, tu le disais, hein, il y a un certain nombre de crises qui sont passées par là, hein, je ne vais pas toutes les égrener, hein, les gilets jaunes, la pandémie, à plus court terme, les élections européennes hein, du printemps 2024 qui ont montré justement bien une France divisée, fracturée, hein, que les intellectuels n'ont de cesse de souligner et d'analyser. Et dans ce contexte, qui est intéressant, hein, aggravé, tu l'as dit, hein, Pascal, par la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a un tournant. Il y a un tournant, c'est l'arrivée de la flamme à Marseille, le 8 mai, même si d'ailleurs cette arrivée n'est pas totalement exempte de polémique. Hein. J'ai le souvenir d'avoir été interrogé sur BFM sur le fait que Jul soit l'un des porteurs de la flamme, ce à quoi j'avais répondu aux journalistes parisiens que cette polémique était très parisienne. Comme ça a été dit, moi j'enseigne à Aix-Marseille Université, je peux vous dire qu'à Marseille, ça n'a posé aucun problème hein, que Jul, effectivement, porte la flamme. Alors, en tout cas, cette flamme et son parcours à travers la France, hexagonale, hein, mais aussi ultramarine, eh bien, a été jugé hein, par les Français, d'ailleurs très suivi. Et c'est un moment qui a déjà été estimé comme festif et joyeux. Et je ne reviens pas sur la cérémonie d'ouverture évoquée par Pascal. Ces jeux sont un succès. Plus de 12 millions de billets vendus, dont 61% ont été achetés par des Français. Donc les Français se sont rendus massivement à Paris, y compris d'ailleurs les Parisiens qui dans un premier temps avaient fui et qui quand ils ont vu que tout ça se passait bien, ils sont rapidement... Certains le regrettaient. Voilà, et certains le regrettaient, tout à fait. Tu l'as dit Pascal, énorme succès médiatique. 71% des Français indiquent avoir suivi à la télévision les Jeux Olympiques, 59% les Jeux Paralympiques. On se souvient aussi que les bons résultats des sportifs français ont contribué à ce succès. Donc ça c'est tout à fait classique en matière de sport, où on fait vibrer la fibre patriotique. Et les 64 médaillés français, dont 16 en or, ont été élevés au rang de héros national, et y compris les athlètes paralympiques. Je rappelle 75 médaillés paralympiques, dont 19 en or. Vous vous souvenez l'engouement notamment autour de Aurélie Aubert, championne paralympique d'un sport qui jusqu'alors n'intéressait absolument personne, qui était la boccia. On se souvient aussi de l'engouement autour de l'équipe de cécifoot. Quoi qu'il en soit, en septembre 2024, 81% des Français interrogés disent avoir apprécié les Jeux et 77% d'entre eux reconnaissent que ces Jeux ont rassemblé les Français. Et le terme qui revient le plus souvent, je l'ai déjà employé, c'est celui de fête. Et on fait d'ailleurs souvent référence à Hemingway. Paris est une fête. Paris est redevenu une fête en 2024. Et on le sait, la fête, elle a une fonction cathartique, elle a une fonction libératrice, elle a une fonction unificatrice. On pense aux travaux notamment de Mona Ozouf sur la fête révolutionnaire. Et ces Jeux Olympiques, quelque part, viennent prolonger justement, notamment dans cette idée que la fête, ici, elle a
une dimension nationale de célébration nationale. Et on le sait, hein, nous qui travaillons sur l'histoire de ces méga events, de ces grands événements, hein, eh bien, ils sont à la fois le prétexte et le levier justement de cette expression nationale. Mais la fête est éphémère. Hein, la fête est éphémère. Elle est, comme avait pu le dire Yvan, qui avait travaillé sur la Coupe du Monde 1998, c'est un moment. Hein, au sens où l'entendent les historiens. On a pu lire dans la presse même hein, qu'il s'agissait d'une parenthèse enchantée, hein, et les chercheurs en sciences humaines et sociales eh bien, ont montré justement que la fête, l'une des fonctions de la fête, c'est aussi de permettre un retour à l'ordre, un retour à la représentation du réel, ce qui pose effectivement, tu l'as dit Pascal, la question justement des lendemains de ces Jeux. Et justement, alors très très rapidement, parce que l'heure avance et parce que les débats sont passionnants, le lendemain, les effets sur la société, les impacts, mais de manière très concrète. Alors en 2 minutes, ça va être compliqué. Je vous invite à nous rejoindre à Toulouse début décembre où nous participons à un grand colloque justement qui rassemble des chercheurs en sciences humaines et sociales pour faire un peu le point hein, sur cette question justement. Pascal en a dit un mot de l'héritage. C'est vrai que les organisateurs ont mis la barre très haut. Hein. Tu l'as dit, hein, le CIO, les organisateurs. Et de fait, elle est peut-être un peu trop haut. Cette barre au regard justement des insatisfactions. Alors oui, il y a eu quelques points satisfaisants, notamment du point de vue de l'aménagement urbain. La Seine-Saint-Denis semble se féliciter. Hein. La Seine-Saint-Denis qui a bénéficié de 80% du budget d'équipement de ces Jeux. Hein. On pense évidemment au centre aquatique, on pense au village olympique. D'ailleurs, ces jours-ci, les premiers habitants investissent les lieux. Alors sur le plan économique, Pascal, tu l'as dit, tu m'as encouragé à donner des chiffres, hein, effectivement. Quoi. La Cour des comptes, c'est pas moi, hein, c'est la Cour des comptes qui le dit, qui a publié un rapport il y a peu. Eh bien, l'impact de ces Jeux sur le produit intérieur brut est de 0,07%. Donc effectivement, le comité d'organisation est excédentaire, hein, mais effectivement, ce qu'on nous avait vendu n'est pas à la hauteur. Même chose, et c'est l'un des aspects, je terminerai là-dessus, les plus discutés, c'est que ces Jeux devaient constituer une sorte de tremplin, d'accélérateur, je ne sais comment le dire, hein, de la pratique sportive en France. Je vous renvoie au contexte de restrictions budgétaires. Hein, le ministère de la Jeunesse et des Sports a perdu 18% de son budget. Le gros coup de rabot sur le pass sport, qui était censé justement venir en aide aux plus jeunes pour qu'ils puissent souscrire à une licence. Je passe rapidement également sur les 30 minutes d'activité physique et sportive qui devaient se tenir dans les écoles élémentaires, sur les 5000 terrains de sport qui devaient être construits. On pourrait aussi évoquer la déception des athlètes, et pas seulement de haut niveau, hein, paralympiques. On n'a pas beaucoup évoqué cette dimension, effectivement. Pour le coup, ça, effectivement, Paris a été une fête du paralympisme. Hein. On n'avait effectivement jamais vu ça auparavant, un tel engouement pour cette compétition. Ben là aussi, hein, les lendemains, ce sont un peu des lendemains de gueule de bois. Alors, il ne s'agit pas pour nous de prononcer ici une quelconque condamnation, mais vous l'avez dit, chers amis, cette question des héritages, elle nous invite véritablement à la réflexion. Merci Stéphane. Avant de terminer et de nous quitter, tous les 5, si vous deviez nous donner un mot, une vision qui incarne l'avenir des Jeux Olympiques, on va dire en passant de Los Angeles 2028 à France 2030, que serait-il en 1 minute avant de nous quitter? Allez, puisque mon micro est ouvert, moi je dirais gigantisme, ce qui pose la question, on l'a vu, des coûts sans cesse croissants, ce qui pose aussi incidemment la question des enjeux géopolitiques du sport mondial. Pascal, tu en as dit un mot aussi. On voit bien que le club des nantis, qui peut s'offrir les Jeux Olympiques, ne cesse de se réduire, et que les membres de son club ne sont pas les plus attachés, les plus engagés dans le respect d'un certain nombre de principes fondamentaux qui sont pourtant promus par le CIO, comme la défense des droits humains, l'inclusion, la protection de l'environnement, etc. Sandrine ?
Oui, alors le mot, je dirais réinvention, parce qu'on voit bien, et à travers le choix de Stéphane de gigantisme, que les Jeux Olympiques vont avoir besoin de se réinventer. Alors on peut imaginer que ce soit sur plusieurs continents, plusieurs villes, où on ouvre au e-sport, puisqu'on parle aussi du e-sport maintenant. Nicolas? Le mot, c'est peut-être interrogation, c'est-à-dire comment on interroge l'avenir des Jeux. Moi, j'avais participé à l'organisation d'une exposition au Musée olympique sur justement l'avenir de l'architecture des Jeux, sur qu'est-ce que seraient les nouveaux stades. Et dans les propositions, effectivement, c'était leur pure et simple disparition. Est-ce qu'on doit aller vers la disparition des stades et vers quelque chose de totalement délocalisé, qui serait du numérique, par exemple? C'est une question, c'est pas une réponse. Et peut-être aussi interrogation sur les limites aussi de la course à la performance. On atteint des limites physiologiques aujourd'hui. Est-ce que le sens qu'on donne à la performance absolue ne doit pas aussi être interrogé dans notre société où les limites, on l'a vu, écologiques sont finies? Yvan? Alors, je ne veux pas jouer les ravis de la classe, hein, mais à côté, à gauche, ça penche plutôt vers la comptabilité, vers les chiffres, vers les inquiétudes. Hein. Moi, le mot, c'est engouement. Voilà, engouement dans la mesure où les Jeux Olympiques... alors, si on a un point de vue historique, on se rend compte effectivement que, je ne nie pas cette inquiétude, mais le lot des Jeux Olympiques, c'est toujours une forme de fragilité. Et on l'a compris aujourd'hui, une sorte de double aspect qui est voilà le côté pratique, le côté inquiétant, le côté effectivement gigantesque, et en même temps ce qui fait rêver, ce qui provoque de l'engouement, ce que tu as évoqué, ce que vous avez évoqué pour 2024. C'était déjà le cas. Les Jeux ont toujours été fragiles. Ils ont été fragiles. Est-ce qu'ils allaient renaître après 1914? Ils sont réapparus. Est-ce qu'ils allaient disparaître après la Seconde Guerre mondiale? Ils sont réapparus. Est-ce que la guerre froide allait les mettre à plat? Ils sont réapparus. Donc, si je devais parier, pas trop quand même, hein, mais je parierais sur un prolongement et une adaptation une adaptation à l'existant qu'il ne faut pas quand même nier. Et moi, je vais prendre la balle au bon et je vais lui dire démocratie. À l'heure où on se parle, un grand historien américain, Mark Bray, vient de quitter l'Amérique parce qu'il est poursuivi par les mouvements d'extrême droite. Il vient d'arriver à Madrid. Parce qu'il était spécialiste de l'Amérique fasciste. Tous les réseaux sociaux et Trump l'ont poursuivi et il ne peut plus travailler dans son pays. Et les prochains Jeux Olympiques vont avoir lieu dans les dernières semaines du mandat de Trump en 2028. Dans un pays qui sera peut-être plus une démocratie en 2028. Et les Jeux Olympiques, et on l'a démontré dans ce livre, mais notamment dans notre travail, c'est aussi une caisse de résonance du monde. C'est là tous les 4 ans que le monde se regarde. Les Jeux de 1976 ont marqué l'histoire. Pourquoi? Parce que les Africains ont dit non à l'apartheid et ont refusé de courir. Les Jeux de 80, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, ont été boycottés par les États-Unis. Ceux de 84 ont été boycottés par l'Union soviétique. Les Jeux Olympiques, c'est donc aussi cette caisse de résonance. Je ne sais pas ce que seront les Jeux de 2028. Mais en tout cas, j'espère que les sportives et les sportifs, si c'est plus une démocratie, refuseront d'aller aux États-Unis, même si c'est le plus grand moment de festif, même si c'est le plus grand moment olympique. Merci à tous les 5. Merci à vous.